Un cow-boy a surpris une femme sans abri en train de réconforter son fils autiste. Sa réaction l'a laissé en larmes. Dans l'obscurité, le cri d'un enfant a retenti, et toute la colonie a fermé ses oreilles. La femme dont le propre père a fermé la porte et l'a chassée. Celle qu'un homme a utilisée pendant 2 nuits, puis abandonnée avec un simple mot. Ne me suis pas. La même femme qui a été remise à cet éleveur comme de la saleté. Cette femme-là s'est levée cette nuit-là et s'est assise sur le sol près de l'enfant dans le noir. Et ce qu'elle a fait pour cet enfant à ce moment-là, quand le cow-boy l'a surprise. Ce qu'il a fait cette nuit-là vous laissera sous le choc, avec des frissons dans le dos. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Revenons au début. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette histoire et quelle heure il est chez vous. Nous adorons voir nos spectateurs actifs et connectés avec nous. Wade Cutter est arrivé à Rigid and Hollow un jeudi matin au début du printemps. Il a assisté à 2 services du dimanche. Il a aidé Harlan Callum à réparer une clôture sans qu'on le lui demande. Et il a été qualifié d'homme honnête avant la fin du mois. Harlan l'a tout de suite apprécié. La poignée de main ferme, la voix posée, la façon dont il écoutait sans s'agiter. Il n'était pas riche, mais il était propre. Et dans une petite colonie frontalière, ces 2 choses comptaient plus qu'elles n'auraient dû. Wade a commencé à visiter la maison des Callum lors des après-midi calmes. Harlan l'accueillait. La mère de Belle parlait peu. Belle elle-même parlait encore moins. Ce n'était pas une femme à laquelle la colonie prêtait beaucoup d'attention. Elle avait appris à se déplacer dans les pièces comme le font les meubles, présentes mais inaperçues. Elle était bâtie lourdement et avait les épaules larges. Elle avait un visage simple, le genre de femme que les hommes de Rigid and Hollow regardaient sans cruauté, mais sans attention non plus. Wade Cutter l'a regardée directement. C'était le piège, bien qu'elle ne le comprendrait que bien plus tard. Il a fait ses promesses sur 4 semaines. Des promesses prudentes et précises. Une parcelle de terre à 2 jours vers l'ouest déjà achetée. Une maison déjà charpentée, un prédicateur dans la colonie voisine déjà prévenu. Il le disait avec le poids d'un homme décrivant quelque chose de réel. Un avenir, un lieu. Il lui a dit qu'Harlan ne donnerait jamais sa bénédiction. Les hommes fiers ne laissent pas partir leurs filles. Il y aura toujours une autre saison à attendre. Il lui a dit tout ce qu'elle avait besoin d'entendre pour croire que partir était la seule voie possible. Belle l'a cru. Une nuit de fin octobre, avec le premier gel déjà au sol, Belle Callum a emballé ce qu'elle avait dans un sac en toile de jute. Elle s'est déplacée dans la maison sombre sans allumer de bougie. Elle connaissait chaque planche qui craquait et chaque ombre qui se posait mal dans le noir. Ses doigts ont trouvé la robe de rechange pliée sur la chaise près de son lit. La Bible usée de sa grand-mère. Un linge noué avec 3 jours de bœuf séché et de semoule de maïs. Elle a travaillé rapidement et sans hésitation. Elle avait répété ce moment dans son esprit assez de fois pour que son corps connaisse déjà les mouvements. À la porte arrière, elle s'est arrêtée. Elle est restée là, la main sur le loquet de la porte, et a écouté la maison autour d'elle. Le bruit sourd du sommeil de son père Harlan depuis la chambre est lent, lourd, imperturbable, la respiration plus petite de sa mère depuis la même pièce. Quelque part dans la maison, le tic-tac du poêle en fer refroidissant dans le noir. Des bruits ordinaires. Les bruits d'une maison qui ne savait pas ce qui allait lui arriver. Belle a pensé au visage de son père le matin, la façon dont il levait les yeux de sa Bible sans chaleur ni froideur, juste un regard mesuré et constant qui disait « Je te vois et j'ai déjà décidé ce que tu es ». Elle a pensé au mot « pas encore », et comment ces mots l'avaient suivi toute sa vie d'une pièce à l'autre. Pas encore. Il y a le temps. Nous verrons. Elle a soulevé le loquet. Le froid l'a frappé au visage dès qu'elle est sortie. L'air d'octobre à la frontière avait un poids. Pas seulement la température, mais son odeur. Le givre, l'herbe séchée et la fumée de bois lointaine des cheminées voisines. Elle a traversé l'arrière-cour dans le noir, se déplaçant vite le long de la clôture. Ses bottes trouvaient le sol familier. Wade attendait sur le chemin avec 2 chevaux. Il avait l'air comme toujours, posé, certain. Un homme dont le monde était déjà en ordre.
Il lui a tendu les rênes du deuxième cheval sans parler. Elle les a prises. Elle n'a pas regardé la maison en arrière. Ils ont d'abord chevauché vers l'est, puis vers le nord. Loin de la route principale, vers un pays où aucun d'eux n'était connu. Le premier jour, Belle a continué d'attendre les points de repère que Wade avait décrits. Le tournant vers la parcelle de terre, la maison charpentée contre la colline, la colonie du prédicateur. Chaque fois qu'elle demandait, Wade disait que c'était un peu plus loin. Il y avait toujours une raison de continuer à avancer. Un passage inondé, une route plus rapide. Le deuxième soir, ils ont atteint un petit endroit appelé Mineral Fork, une poignée de bâtiments disposés autour d'une large route de terre. Un magasin général, un saloon avec une lumière jaune à la fenêtre, une pension à l'autre bout avec une lampe de porche allumée. Belle l'a regardé et a senti le premier doigt froide du doute traverser sa poitrine. Ce n'est pas ce qu'il a décrit, pensa-t-elle, mais elle n'a rien dit. Elle avait fait 2 jours de cheval loin de tout ce qu'elle connaissait. Elle s'est dit qu'elle était patiente. Wade a pris une chambre à la pension. Cette nuit-là, il a pris ce pourquoi il était venu. La nuit suivante, la même chose. Il n'était pas brutal. Il était simplement indifférent. De la façon dont un homme est indifférent à quelque chose qu'il a déjà fini de vouloir. Belle est restée allongée dans le noir de cette chambre de pension. Elle a senti le reste de ce qu'elle avait cru quitter son corps, comme la chaleur quitte une pierre après le coucher du soleil. Lentement, puis tout d'un coup, puis plus rien. Le 3e matin avant l'aube, elle s'est réveillée dans une chambre vide. Le cheval avait disparu. L'argent qu'elle avait transporté dans la couture de sa robe avait disparu. 7 mois d'économie prudente avaient disparu. Son manteau, sa sacoche, tout ce qu'il avait apporté avait disparu. Sur le sol près du lit gisait un morceau de papier plié. Belle l'a ramassé à 2 mains. Elle l'a déplié dans la lumière grise de la fenêtre. « Ne me suis pas ». 2 mots. C'était ce à quoi 4 semaines de promesses prudentes avaient abouti. C'était toute l'étendue de ce qu'elle avait signifié pour Wade Cutter. Elle s'est assise sur le bord du lit pendant un long moment. Puis elle s'est levée, a ramassé son sac en toile de jute et est sortie. Elle est retournée à Rigid and Hollow à pied. Cela a pris 4 jours. Quand elle est arrivée sur le chemin de devant, Harlan Callum était déjà à la porte. Son visage a fait quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire. Il s'est brisé, mais pas vers elle, vers l'intérieur. Le visage d'un homme qui avait qualifié un autre homme d'honnête, qui lui avait serré la main et fait confiance à son propre jugement, et qui avait été ridiculisé devant chaque personne qu'il connaissait. Les hommes fiers ne peuvent pas dire « j'ai eu tort ». Les mots n'existent pas pour eux. Alors Harlan a dit « Tu t'es enfui dans la nuit comme un animal. Tu as fait honte à cette famille devant tout le monde dans cette colonie. Ne reste pas sur le pas de ma porte. » La porte s'est fermée. La colonie a construit son histoire dans la semaine. La seule histoire qu'elle savait construire. Une fille s'était enfuie avec un vagabond. Le vagabond l'avait quittée. Elle était revenue en rampant. Personne n'a demandé ce que l'homme avait promis. Personne n'a demandé ce que son père avait pensé de cet homme 1 semaine auparavant. L'histoire était simple et ne coûtait rien à croire pour la colonie. Les moqueries atteignaient Harlan et sa femme quotidiennement. La mère de Belle a cessé de quitter la maison. Sa jeune sœur a été écartée pour un poste d'enseignante car le nom de famille avait acquis une ombre. Et chaque mot qui atteignait Harlan poussait la honte qu'il ne pouvait nommer plus profondément. Vers l'endroit où Belle était la plus facile à blâmer. Il lui a dit de partir. Belle est partie pour la 2e fois. Cette fois, elle est sortie par la porte d'entrée en plein jour. Elle s'est rendue à Harlan Creek et a trouvé du travail chez un vieux forgeron nommé Hector Briggs. Elle dormait dans son hangar de stockage qui fuyait en échange de la préparation de ses repas. Elle prenait le linge du saloon sur la route principale. Elle ramassait du petit bois pour les veuves qui la payaient en pain. Elle ne mendiait pas. Elle ne se brisait pas. Mais elle est devenue invisible et après un moment, elle préférait cela. Elle a travaillé tout l'hiver et jusqu'au printemps suivant, et à travers l'été sec qui a suivi. Quand Hector Briggs a fermé la forge et est parti au nord vers la ferme de sa fille, il lui a donné un préavis de 3 jours et rien de plus. Le lendemain matin, Elias Pruitt est arrivé.
Le vieux voisin de son père, au cou épais, pratique, ni cruel ni gentil. Il avait chevauché pendant 2 jours. Il lui a parlé d'un éleveur nommé Cole Danner à la limite extérieure de Harlan Creek. Il avait perdu sa femme 2 ans auparavant. Il avait un garçon qui n'était pas net, qui ne pouvait pas parler. Il chassait quiconque s'approchait de lui. Cole avait besoin d'aide à la maison et avait cessé d'être difficile sur la provenance de cette aide. « Tu ne me demandes pas mon avis, » a dit Belle. « Non, » a dit Pruitt, « je ne te le demande pas. » Elle a été chargée sur sa charrette. Son sac en toile de jute était posé entre ses bottes. Pruitt n'a pas parlé pendant 2 jours. Au coucher du soleil d'un après-midi gris d'octobre, il s'est arrêté au ranch Danner. Il est descendu, a dit 4 mots à l'homme debout les bras croisés sur le porche. Puis il est remonté sur la charrette. Prends-la. Pas d'ennui. Puis il est parti sans regarder en arrière. Cole Danner a regardé la femme dans sa cour. Robe usée, bottes craquelées, cheveux tirés en arrière sans épingles, mains rougies par des mois de travail dur, un visage qui avait traversé les intempéries et tenait encore debout. Pas jolie, pas douce, mais présente d'une manière qui était plus difficile à définir. Il lui a montré la chambre du coin arrière. Lit de corde, matelas de feuilles de maïs, 2 couvertures en laine. Un crochet au mur pour son manteau. Il lui a donné les règles sans inflexion. Repas à heure fixe. Couloir est interdit. Ne t'approche pas du garçon. Il n'a pas expliqué le couloir est. Il n'a pas expliqué le garçon. Il n'a pas demandé son nom pendant les 10 premières minutes. Belle Callum, a-t-elle dit quand même. Il a hoché la tête une fois et est retourné dehors. Cette nuit-là, elle s'est assise sur le lit de corde et a regardé la bougie de suif se consumer. Le ranch était calme, juste le vent dans les peupliers le long du ruisseau, et le bruit lointain du bétail dans le noir. Puis, depuis le couloir est, un son a commencé, rythmique et bas, répétant le même motif sans variation, sans pause. Pas des pleurs. Quelque chose de plus vieux que des pleurs. Quelque chose qui venait d'un endroit plus profond que les larmes. Belle connaissait ce son. Elle s'était assise sur le sol d'une cuisine à Rigid and Hollow et l'avait écouté venant de son frère Caleb. Quand le monde devenait trop bruyant et qu'il n'avait nulle part en lui-même pour le mettre, elle ne s'est pas levée, pas ce soir-là. Mais le son avait déjà atteint quelque chose en elle qu'elle croyait scellé pour de bon. Elle est restée éveillée jusqu'à ce que le couloir devienne silencieux. Puis elle a fermé les yeux dans le silence et n'a pas dormi. Belle n'avait pas dormi. Elle était restée allongée sur le lit de corde, les yeux ouverts. La bougie de suif s'était consumée à côté d'elle, et elle avait écouté le couloir devenir silencieux quelque temps avant l'aube. Au moment où le ciel à travers l'unique fenêtre passait du noir au gris plat, elle avait été éveillée chaque minute. Pas agitée, juste éveillée. La façon dont une personne reste éveillée quand quelque chose est arrivé et que son esprit n'a pas fini de traiter. Elle s'est levée avant la première lumière, a fait le feu et s'est mise au travail. Elle a cuisiné de la bouillie de maïs et l'a posée sur la table à l'heure que Cole avait précisé. Il est entré de la cour, s'est assis, a mangé sans parler et est ressorti. Elle a débarrassé la vaisselle, nettoyé le poêle en fer, balayé le sol. Et elle a commencé à raccommoder la pile de chemises de travail du panier près de la porte de la cuisine. Elle n'est pas allée près du couloir est. Elle n'a rien entendu venant de là pendant la journée. Quoi que ce soit qui vivait derrière cette porte était calme pendant les heures de jour. Elle vaquait à ses occupations et essayait de ne pas y penser. Mais elle y pensait. Elle pensait au son, ce cycle rythmique et bas d'un enfant replié sur lui-même. Elle pensait au fait que personne n'était allé le voir. Cole avait été éveillé. Elle l'avait entendu bouger dans la maison, mais il n'était pas allé dans le couloir est. Il avait laissé le son suivre son cours. La façon dont un homme laisse passer une tempête parce qu'il ne sait pas comment arrêter le temps. Elle comprenait quelque chose à ce sujet. Elle le comprenait mieux qu'elle ne le voulait. À midi, elle a apporté une assiette de nourriture à la table de la cuisine. Elle a remarqué une petite silhouette debout au fond de la cour près du tas de bois. Un garçon, petit et maigre, vêtu d'un lourd manteau de laine 2 tailles trop grand pour lui.
debout très immobile, le dos tourné à la maison, les deux mains manipulant quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Sa tête était légèrement penchée en avant. Belle l'a regardé par la fenêtre plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Elle a posé son assiette sans détourner le regard. Le garçon n'avait pas bougé. Il se tenait au tas de bois avec l'immobilité de quelque chose qui avait appris à être invisible. La façon dont une personne se fige quand elle ne sait pas si le monde lui veut du mal. Elle connaissait cette immobilité. Elle l'avait pratiquée elle-même dans des pièces où elle n'était pas désirée. Elle a pensé à sortir juste sur la marche arrière, pas vers lui, juste dans le même air. Elle y a pensé pendant 1 minute entière. Puis elle a pensé à la voix de Cole la veille au soir. Ne t'approche pas du garçon. La platitude de sa voix, la façon dont ce n'était pas une demande. Elle a pris sa fourchette et a mangé son repas face à la fenêtre et n'est pas sorti. Il est resté là pendant 2 heures. Puis il a disparu derrière la grange. Au souper, elle a entendu Cole le faire entrer par la porte arrière, 2 paires de bottes sur le plancher, une lourde, une légère. Elle a gardé les yeux sur le poêle. Elle a apporté la nourriture à la table sans regarder directement le garçon. Elle a posé les assiettes et s'est tenue dos à eux pendant qu'ils mangeaient. Après le souper, Cole l'a ramené à travers la maison vers le couloir est, une porte s'est fermée. Belle a nettoyé la cuisine et est allée dans sa chambre. Cette nuit-là, elle est restée allongée dans le noir et a attendu sans le vouloir. Le son a commencé quelque temps après minuit. Plus fort que la veille, plus urgent. Le rythme plus rapide, moins contrôlé. Comme quelque chose contenu toute la journée qui poussait maintenant à travers le seul canal qu'il avait. Belle s'est assise. Elle s'est assise sur le bord du lit de corde, les pieds sur le sol froid, et a écouté. Elle s'est dit que ce n'était pas ses affaires. La règle de Cole avait été claire, une seule règle. Couloir est interdit. Elle était dans cette maison depuis moins de 2 jours complets. Elle a pensé à ce que cela lui coûterait d'entrer là-dedans si ça tournait mal. Elle a pensé à la charrette de Pruitt, au visage de son père dans l'embrasure de la porte et au hangar d'Hector Briggs. Elle savait exactement à quoi cela ressemblait quand il n'y avait plus nulle part où aller. Le son du couloir a monté, pas plus fort, mais avec plus de pression, plus intérieure. Elle a pensé, si j'entre là-dedans et que ça tourne mal, je serai de retour sur la route avant le lever du soleil. Elle a pensé, si je n'entre pas là-dedans, ce garçon fera ça tout seul pour la 2e nuit consécutive. Elle s'est levée. Elle a allumé la bougie de suif avec les braises et s'est dirigée vers le couloir principal, une main sur le mur. La bougie projetait un petit cercle de lumière qui bougeait avec ses pas. La porte du couloir était ouverte de 7 centimètres. À travers l'espace, elle pouvait voir la source du son. Elle l'a poussée avec 2 doigts et est entrée. La pièce était froide. La petite fenêtre sur le mur du fond n'était pas correctement fermée. Dans le coin près du lit se trouvait Jasper Danner, 6 ans, petit pour son âge. À genoux sur le sol, se balançant d'avant en arrière avec tout le haut de son corps. Les 2 mains pressées fort sur ses oreilles, les yeux scellés, le son cyclant depuis quelque part au centre de sa poitrine. Bas, rythmique, les 3 mêmes notes se répétant sans variation, sans pause. Il ne savait pas qu'elle était là. Belle a posé la bougie sur le sol. Elle s'est baissée à plusieurs mètres de lui, bien hors de sa portée. Les jambes pliées sous elle, les mains sur ses genoux où elle pouvait être vue. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas tendu la main vers lui ni appelé son nom. Elle a commencé à respirer délibérément, lentement par le nez, expirant par la bouche. Pas fort, juste un motif régulier qui remplissait la pièce de quelque chose de régulier et calme. Puis, elle a commencé à fredonner une note basse, à peine au-dessus du souffle. Pas une chanson, juste un son qui occupait l'air sans rien exiger. Elle l'a regardé se balancer. 5 minutes sont passées. Le rythme de son balancement n'a pas changé. Elle n'a pas essayé de le changer. Elle est restée exactement où elle était. Puis lentement, d'un degré si petit qu'il était presque impossible à nommer, le balancement s'est calmé. Le mouvement vers l'avant a raccourci. Le rythme a chuté. Sa main gauche est descendue de son oreille, puis sa droite.
Il se balançait toujours, cyclant toujours le son, mais ses mains étaient baissées. Belle a continué à fredonner. Même note, même rythme. Rien n'a changé dans sa position. Le balancement a ralenti davantage. Le son dans sa poitrine s'est adouci, passant d'un gémissement cyclique à quelque chose de plus calme. Moins poussé, plus apaisé. Son corps a cessé de se balancer. Il s'est assis immobile sur le sol, les mains sur les genoux et les yeux fermés. Le son s'est estompé, puis s'est arrêté. La pièce était calme à l'exception de la bougie et de l'air froid de la fenêtre entr'ouverte. Jasper a basculé lentement sur le côté et s'est allongé sur le sol. Une main glissée sous sa joue, les genoux remontés, les yeux toujours fermés. En quelques minutes, les petits bruits de sa respiration lui ont dit qu'il dormait. Belle s'est assise sur le sol froid et l'a regardé. Elle a senti quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine qu'elle avait gardée scellée pendant longtemps. Elle a pensé à Caleb, son frère, 9 ans quand la fièvre l'a emporté. Elle a pensé au sol de la cuisine à Rigid and Hollow. Combien de fois elle s'était assise dans cette même position, même distance, même calme. Pendant qu'il cyclait à travers son son et revenait à lui-même. Elle a pensé à la façon dont il revenait toujours, finalement, si elle restait juste assez proche et ne lui demandait rien. Ce garçon avait un père qui l'aimait et ne savait pas comment l'atteindre. Une mère depuis 2 ans dans la terre. Une chambre au bout d'un couloir où personne n'avait le droit d'entrer. Tous les deux avaient fait leur son dans le noir et attendu. La différence était que Caleb avait toujours eu quelqu'un sur le sol à côté de lui. Jusqu'à ce soir, Jasper Danner n'avait eu personne. Elle a tendu la main vers la chaise près du lit, a soulevé la courte pointe pliée. Elle l'a étalée soigneusement sur sa forme endormie. Il n'a pas bougé. Puis elle a ramassé la bougie et est retournée dans sa chambre. Elle s'est allongée sur le lit de corde et n'a pas dormi. Dehors, le vent bougeait à travers les peupliers. Le ranch était calme et sombre. Cole Danner était allongé 2 pièces plus loin. Elle avait entendu son poids bouger une fois sur le plancher au milieu de la nuit. Un seul ajustement dans le noir, le bruit d'un homme qui ne dort pas complètement, puis le silence à nouveau. S'il avait entendu la porte du couloir être, s'il avait vu le mince filet de lumière de la bougie passer dessous, elle ne le savait pas. Il ne s'était pas levé. Il n'était pas venu. Il ne savait pas que sa seule règle avait été brisée. Il ne savait pas que son fils s'était endormi sur le sol, enfin, calme. Parce qu'une femme qu'il avait accueillie comme une marchandise excédentaire s'était assise près de lui dans le noir et avait respiré. Il ne le savait pas, mais son fils était calme. Et c'était plus que ce que la nuit précédente lui avait offert. L'aube est arrivée grise et froide. Belle s'est levée avant la première lumière, a fait le feu de cuisine et a commencé la semoule de maïs. Elle a entendu les bottes de Cole sur le plancher, lourdes, délibérées. Les pas d'un homme qui se réveillait tôt par habitude et non par choix. Elle a gardé les yeux sur le poêle. Elle portait quelque chose qu'elle ne portait pas hier. Pas un poids, une présence comme une braise basse dans une boîte donnant de la chaleur sans flamme. Elle ne savait pas encore ce que cela lui coûterait. Cole a descendu les escaliers et est entré dans la cuisine comme il le faisait toujours. Sans annonce, sans regarder rien d'autre que ce qui devait être fait. Il est allé au crochet près de la porte arrière pour son manteau. Il l'a enfilé un bras à la fois. Il a tendu la main vers son chapeau, puis il s'est arrêté. Jasper était à l'embrasure de la porte de la cuisine, pas dans la cuisine, sur le seuil, debout avec une épaule contre le cadre de la porte. La corde usée tenue à 2 mains et tournant lentement entre ses doigts. Ses yeux étaient sur le sol. Il ne se balançait pas. Il ne pressait pas ses mains sur ses oreilles. Il se tenait simplement là, ce qui n'était pas l'endroit où il se tenait d'habitude. Cole a regardé le garçon, puis il a regardé Belle. Elle lui tournait le dos, s'occupant de la semoule sur le poêle en fer. Elle ne s'est pas retournée, mais quelque chose dans la position de ses épaules lui a dit qu'elle savait qu'il regardait. Il a mis son chapeau. Il a marché jusqu'à la table de la cuisine et s'est assis. Il n'a pas touché à la nourriture. Il a regardé son fils debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant un long moment. Puis, il a dit sans élever la voix, « Tu es allé dans le couloir est. » Belle s'est tournée du poêle. Elle a croisé son regard.
Elle ne s'est pas excusée immédiatement et elle n'a pas détourné le regard. Il était seul et en détresse. Je me suis assise sur le sol. Je ne l'ai pas touché. La mâchoire de Cole s'est serrée. Les muscles de son visage ont travaillé brièvement, puis se sont figés. Je t'ai donné une seule règle dans toute cette maison. Je l'ai entendu, a dit Belle. Je ne l'ai pas suivi. Il était dans cette pièce, et personne n'allait le voir. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. La voix de Cole était plate. Tu ne sais pas ce que les étrangers lui font, ce qu'ils ont essayé, ce que ça lui a coûté chaque fois que quelqu'un est entré avec de bonnes intentions et a empiré les choses. Belle a posé la louche sur le dessus du poêle et s'est tournée complètement vers lui. Je sais ce qu'on entend quand un enfant n'arrive pas à respirer à l'intérieur de lui-même. Elle a dit, « Mon frère faisait ce même son. » Je me suis assise sur ce sol. Je sais ce qui aide et je sais ce qui n'aide pas. Et ce que j'ai fait de la nuit dernière n'allait pas empirer les choses. Cole l'a fixé. Le silence dans la cuisine n'était pas le silence d'un homme qui n'a rien à dire. C'était le silence d'un homme pris entre deux choses. La colère à laquelle il avait droit et quelque chose en dessous pour lequel il n'avait pas encore de nom. Quelque chose que Jasper, debout tranquillement dans l'embrasure de la porte, rendait très difficile à rejeter. Il a regardé son fils. Jasper n'avait pas bougé du seuil. Il travaillait toujours la corde entre ses doigts. Il ne s'était pas retiré vers le tas de bois. Il ne s'était pas couvert les oreilles. Il était simplement présent, ce qui était plus qu'il ne l'était habituellement dans la cuisine avant midi. Cole a regardé Belle à nouveau. Son expression ne s'est pas adoucie. Il n'était pas un homme qui s'adoucissait rapidement ou publiquement, mais la dispute qu'il avait commencée n'a pas continué. Il a dit « Ma femme est morte il y a 2 ans. La fièvre. Elle a été malade pendant 3 jours et puis elle est partie. Jasper avait 4 ans. Il l'a dit comme un homme lit une phrase d'une page sans inflexion, sans pause, sans l'offrir comme autre chose qu'une information. Il n'a pas prononcé un seul mot depuis le jour où elle a été mise en terre. Pas un seul mot en 2 années complètes. Tu comprends ce que je te dis? Belle a compris. Elle a compris qu'il ne lui parlait pas seulement de Jasper. Il la prévenait, n'espère pas. Ne commence pas quelque chose que tu ne peux pas finir. Ne viens pas ici avec tes fredonnements tranquilles et tes assises au sol. Et ne fais pas confiance à mon fils en quelque chose qui le quittera. Elle a hoché la tête une fois. Cole s'est levé. Il a pris son chapeau sur la table où il l'avait posé et a marché vers la porte arrière. Il l'a poussé. L'air froid du matin est entré dans la cuisine. Il s'est arrêté dans l'embrasure avec sa main sur le cadre. Il ne s'est pas retourné. Il a dit « Ton frère, celui qui faisait ce son. » Belle n'a pas répondu immédiatement. Elle a ramassé la louche et s'est retournée vers le poêle. « Comment est-il mort? » a demandé Cole. La cuisine était très calme. La semoule bougeait lentement et lourdement sur le poêle en fer. Belle l'a remué une fois. « La fièvre, a-t-elle dit. Il avait 9 ans. » Cole est resté dans l'embrasure un moment de plus, puis il est sorti et a fermé la porte derrière lui. Le monde du ranch a pris forme ce matin-là. Par la fenêtre de la cuisine, elle a regardé Gus et Toby, les 2 employés de Cole. Ils venaient du dortoir à la première lueur, se déplaçant avec l'efficacité lente des hommes habitués au même travail. Gus était le plus âgé des 2, barbe grise et délibéré, avec une légère traînée dans sa jambe droite due à une vieille blessure qu'il ne mentionnait jamais. Toby était plus jeune, visage étroit, rapide de ses mains. Ils ont pris leurs chevaux de l'étable et ont chevauché vers l'est sans s'arrêter à la maison. Ils ne reviendraient pas avant que le bétail ne soit vérifié et la ligne de clôture parcourue. Cole était à l'étable au moment où le soleil était complètement levé. Il passait d'une tâche à l'autre sans mouvement inutile. Il n'était pas un homme qui restait immobile à la lumière du jour. Le ranch donnait l'impression d'un endroit qui fonctionnait sous pression. Pas de la cruauté, mais l'application constante d'efforts contre la tendance naturelle des choses à s'effondrer. Belle a travaillé toute la matinée. Elle a appris la cuisine, où les produits secs étaient stockés, comment le poêle tirait, quelles planches grinçaient. Elle a trouvé le panier de raccommodage et l'a travaillé régulièrement.
Elle a fait bouillir de l'eau pour la lessive et a étendu les chemises lavées sur la corde derrière la maison. Jasper est resté près toute la matinée. Pas proche, pas à portée de main, pas dans la même pièce, mais présent. Il dérivait de l'embrasure de la cuisine au coin de la cour près des marches arrière, au tas de bois et revenait. Toujours à vue de l'endroit où Belle travaillait, il ne parlait jamais. Il ne cherchait jamais le contact visuel. Il portait la corde et la tournait dans ses mains au même rythme lent et regardait le sol devant lui. Belle travaillait et fredonnait sous son souffle, bas et sans forme. La même non-mélodie qu'elle avait utilisée sur le sol la veille au soir. Elle ne la dirigeait pas vers Jasper. Elle ne le regardait pas quand elle fredonnait. Elle laissait simplement le son occuper l'air autour de son travail comme la fumée occupe une pièce, présente sans insister sur elle-même. Vers midi, elle a rentré le linge de la corde et est entrée pour préparer le repas de midi. Quand elle est ressortie avec le seau de cendre pour nettoyer le poêle, Jasper était debout au bout du porche arrière. Il lui tournait le dos, mais il avait bougé du tas de bois au porche, ce qui était plus proche qu'il ne l'avait été toute la matinée. Elle a vidé le seau de cendre de l'autre côté de la cour, et elle est rentrée sans le regarder directement. Dans l'après-midi, Cole est entré de l'étable pour trouver quelque chose dans le coffre à outils près de la porte arrière. Il s'est arrêté dans l'embrasure un instant. Belle était à la table de la cuisine en train de raccommoder un col. Jasper était sur le sol de la cuisine, plus dans l'embrasure, mais réellement à l'intérieur de la cuisine, assis contre le mur du fond avec ses jambes remontées et la corde sur ses genoux. Cole s'est tenu dans l'embrasure et a regardé son fils assis à l'intérieur de la cuisine. Puis, il a regardé Belle. Elle a gardé les yeux sur le raccommodage. Il n'a rien dit. Il a pris ce dont il avait besoin dans le coffre à outils et est ressorti. La fin de l'après-midi a apporté la première chose de l'extérieur du ranch. Belle était au tas de bois en train de fendre du petit bois quand elle a entendu des chevaux sur le chemin. Elle a regardé une femme qu'elle ne reconnaissait pas arriver sur le chemin du ranch sur une jument brune. D'âge moyen, bien habillée selon les normes de la colonie. Assise très droite sur la selle avec la posture d'une femme qui avait des opinions sur la façon dont les choses devraient être, et qui était habituée à ce qu'on les respecte. La femme n'a pas regardé Belle. Elle est passée devant elle jusqu'au devant de la maison et a appelé Cole Danner. Cole est venu de l'étable. La femme est descendue et lui a parlé d'une voix assez basse pour que Belle ne puisse pas entendre les mots. Elle pouvait lire la posture, le débit mesuré, la légère inclinaison vers l'avant. La façon dont les yeux de la femme se déplaçaient une fois vers la maison, puis revenaient à Cole. Cole écoutait que les bras croisés et le visage fermé. La femme est repartie. Cole est resté dans la cour un moment après son départ. Puis il est retourné à l'étable sans parler. Ce soir-là, Belle a appris qui était de la femme. Elle l'a entendu par la fenêtre du dortoir alors qu'elle apportait le seau du souper à Gus et Toby. Gus a dit à Toby, « Martha Holt était ici aujourd'hui. » Il a dit, « Quelqu'un de la colonie l'a envoyé. » Toby a dit, « À propos de la femme que Pruitt a amenée. » Gus a dit, « Qui d'autre? » Belle a continué à marcher. Elle a posé le seau du souper sur la marche du dortoir, a frappé une fois et est retournée à la maison. Elle a apporté le souper à la table de la cuisine. Cole s'est assis. Jasper s'est assis dans son coin. Belle a disposé la nourriture et s'est tenue près du poêle. Cole a regardé la table. Il n'a pas regardé Belle. Après un moment, il a dit « Tu peux utiliser le couloir haie pendant la journée. » Il l'a dit comme si cela lui coûtait quelque chose qu'il n'avait pas encore tout à fait décidé de dépenser. Belle a dit « Merci. » C'était tout. Après le souper, Cole a emmené Jasper vers le couloir est pour la nuit. Belle a nettoyé la cuisine dans le calme. Quand elle a fini, elle s'est assise à la table un moment dans la faible lumière de la lampe à huile. Elle a pensé à la femme sur la jument brune. Elle a pensé au nom que Gus n'avait pas prononcé, qui que ce soit dans la colonie qui avait envoyé Martha Holt. Elle a pensé à ce que cela signifiait que quelqu'un avait déjà envoyé un messager à ce ranch. Et quel genre de personne envoie un messager avant même d'avoir frappé à la porte elle-même? Puis, elle s'est levée, a couvert le feu et est allée dans sa chambre. La corde usée de Jasper était sur le sol près de sa chaise.
Belle s'est arrêtée. Elle n'était pas là quand elle était partie pour le tas de bois cet après-midi-là. Elle en était certaine. La corde avait été contre le mur du fond près de son coin où il la gardait toujours. Pas ici, pas près de sa chaise. Elle s'est tenue dans la faible lumière de la lampe et l'a regardé pendant un long moment. Puis elle s'est accroupie et l'a ramassée. Elle était usée et douce par des mois de manipulation, lisse là où ses doigts avaient le plus travaillé. Elle l'a tenue juste un instant, puis elle l'a posée sur le bord de la table de la cuisine bien en vue où il la trouverait le matin. Elle s'est redressée. Elle ne savait pas quoi en penser. Elle n'était pas sûre d'avoir besoin de le savoir. Elle est allée se coucher. Le vent bougeait à travers les peupliers. Le ranch était calme. Dans le couloir, aucun son ne venait. Une semaine a passé au ranch Danner comme les semaines passent quand le travail fixe le rythme. Une tâche menant à la suivante du matin à midi au coucher du soleil. Le même motif se répétant avec de petites variations que seule une personne très attentive remarquerait. Belle était très attentive. Elle avait appris dès le 3e jour que les matins de Jasper suivaient une séquence fixe. Il se réveillait avant Cole. Elle pouvait l'entendre dans le couloir est. Pas des bruits de détresse, juste les petits bruits d'un enfant éveillé. La corde traînant sur le sol, le placement délibéré des objets qu'il arrangeait sur l'étagère près de son lit chaque matin. Elle n'était pas allée voir, mais elle avait écouté et appris le motif. Il sortait du couloir entre la première lueur et le lever complet du soleil. Il allait d'abord au tas de bois, restait près de lui plusieurs minutes, ne faisant rien de visible à part exister à cet endroit, ce qui semblait lui être nécessaire d'une manière qu'elle ne questionnait pas. Puis il venait au coin arrière de la cour près des marches, puis finalement à l'embrasure de la cuisine. Il n'entrait jamais dans la cuisine avant Cole. Belle a commencé à se caler sur cela. Elle était au poêle avant la première lueur, travaillant tranquillement. Le feu, l'eau, le repas du matin. Et au moment où Jasper apparaissait à l'embrasure de la cuisine, elle était déjà installée dans son travail, fredonnant bas sous son souffle, ne le regardant pas, ne reconnaissant pas son arrivée avec quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une demande. Elle le laissait fixer les termes. C'était toute la méthode. C'était tout. Le 4e matin, quelque chose de petit est arrivé qu'elle n'a pas oublié. Jasper était debout à l'embrasure de la cuisine dans son manteau de laine trop grand, la corde à 2 mains. Quand un nuage est passé devant le soleil et la cour est devenue soudainement sombre, sa respiration a changé, courte, inégale. Ses épaules sont montées vers ses oreilles. Belle était au poêle, lui tournant le dos. Elle ne s'est pas retournée. Elle a simplement commencé à fredonner la même note basse et sans forme, à peine au-dessus du souffle, et a gardé ses mains en mouvement. Après 30 secondes, ses épaules sont retombées, sa respiration s'est égalisée. Il est retourné travailler la corde. Le nuage est passé et la cour est redevenue lumineuse. Elle a gardé les yeux sur le poêle et n'a rien dit. Mais elle l'avait vu, et elle a compris que le fredonnement n'était plus seulement quelque chose qu'elle faisait pour elle-même. Au 4e jour, il s'asseyait à moins de 3 mètres d'elle. Elle raccommodait à la table de la cuisine, tournée légèrement à l'opposé de la porte, de sorte que la regarder lui demandait de faire un choix, pas de répondre à ses yeux. Il est entré dans la cuisine et s'est assis contre le mur du fond, les jambes croisées et la corde sur ses genoux, et a travaillé la corde entre ses doigts comme il le faisait toujours. Elle a continué à raccommoder. Elle a continué à fredonner. Elle n'a pas levé les yeux. Il est resté 40 minutes, puis il s'est levé et est retourné dehors. Elle l'a regardé du coin de l'œil et n'a rien dit. Le 6e jour, il a trouvé la pierre de rivière. Elle l'avait posée sur le rebord de la fenêtre la veille au soir. Une pierre grise et lisse de la rive du ruisseau qu'elle avait ramassée en revenant d'étendre le linge. Elle n'avait rien prévu de particulier avec. Elle l'avait simplement placée là où elle pouvait être vue. Jasper l'a trouvée le matin. Il est resté à la fenêtre longtemps à la regarder sans la toucher. Puis il l'a ramassée, l'a tournée dans ses doigts plusieurs fois et s'est assis sur le sol de la cuisine. Un moment plus tard, il l'a fait glisser sur le sol vers Belle. Pas exactement vers elle, vers la direction générale où elle était assise.
Elle a traversé le sol en un arc lent et s'est arrêtée à 30 centimètres de sa botte. Elle l'a regardé. Elle s'est baissée, l'a ramassée, l'a regardé comme si elle examinait quelque chose d'intéressant, puis l'a fait glisser en retour sur le sol vers lui. Elle s'est arrêtée près de son genou. Il l'a regardé. Après un moment, il l'a renvoyée. Ils ont fait cela pendant 20 minutes sans parler ni se regarder directement. Aller et retour, la pierre grise de rivière traversait le sol de la cuisine en arc lent. Aucun d'eux ne commentant ce qu'ils faisaient ou pourquoi. Juste deux personnes se passant une pierre d'avant en arrière sur un plancher. Dans le calme matinal d'une cuisine frontalière, c'était leur premier vrai langage, silencieux, sans hâte, ne coûtant rien. Cet après-midi-là, Belle lui a montré le mouvement de la main qu'elle avait utilisé avec Caleb. Elle ne l'avait pas prévu. Elle était assise près de lui à la table de la cuisine, ne lui faisant pas face, juste présente. Et sa main a bougé avant qu'elle n'y ait pensé. La façon dont ses mains bougeaient parfois quand elle se souvenait de quelque chose sans le vouloir. C'était le signe qu'elle avait fait avec Caleb quand ses sons avaient finalement ralenti et que le calme tenait. Une façon de lui dire sans mots que le monde avait cessé d'être trop lourd. La paume ouverte tournée vers le haut, un cercle lent au centre de sa poitrine 3 fois. Elle l'a fait une fois, puis elle a remis sa main sur ses genoux. Jasper n'a pas levé les yeux. Il ne s'est pas tourné vers elle. Mais la corde dans ses doigts, qui bougeait à son rythme régulier depuis qu'il s'était assis, a ralenti juste un instant. Une seconde complète où le mouvement s'est arrêté. Puis il a continué comme avant. Belle a regardé la table devant elle. Elle n'a pas répété le signe. Elle ne le lui a pas montré à nouveau ce jour-là. Mais la seconde d'immobilité dans ses mains lui avait déjà dit ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle ne l'a pas répété. Elle ne le lui a pas montré à nouveau ce jour-là. Cole avait observé tout cela, pas constamment. Il avait un ranch à faire tourner et du bétail à gérer. Et le travail ne s'arrêtait pas parce que quelque chose se passait dans la cuisine. Mais il trouvait des raisons d'être près de la maison à des heures étranges cette semaine-là. Il entrait pour de l'eau en milieu de matinée. Il a réparé une charnière sur la porte arrière qui avait besoin d'être réparée depuis des mois. Il s'est tenu dans la cour à aiguiser une lame sur la pierre à aiguiser plus longtemps que la lame ne le nécessitait. Il regardait Belle avec son fils comme un homme regarde quelque chose qu'il ne peut pas encore catégoriser. Pas avec chaleur, pas avec approbation, mais avec l'attention prudente de quelqu'un qui attend le piège. Il y avait toujours un piège. Il y avait eu un médecin de la colonie voisine qui avait facturé 2 mois d'argent du bétail et était parti après 4 jours, disant que le garçon était au-delà de toute intervention ordinaire. Il y avait eu une femme de l'Église qui avait tenu 1 semaine et pleuré en partant. Il y en avait eu 3 autres dont Cole avait en grande partie cessé d'essayer de se souvenir des noms. Il attendait le moment où tout s'effondrerait. Un après-midi, Belle était sur le côté de la maison en train de rentrer le linge sec, quand elle a entendu des voix venant du dortoir. Elle n'essayait pas d'écouter, mais la fenêtre était ouverte et les voix n'étaient pas basses. Gus a dit « Pruitt a amené cette femme de quelque part à l'est. Mon mari l'a quittée. Son père l'a donnée. Cole l'a prise parce qu'il n'avait pas d'autres options. Et Pruitt lui a dit qu'elle travaillerait pour rien. Toby a dit « Tu penses qu'elle restera? » Gus a dit « Les femmes comme ça ne restent pas. Elles endurent jusqu'à ce qu'elles trouvent quelque chose de mieux ou jusqu'à ce qu'elles ne le fassent pas. » Belle a pris la dernière chemise de la corde et l'a pliée sur son bras. Elle est retournée à la maison. Elle n'a pas changé d'expression. Elle n'a pas ralenti son pas, ni l'a accéléré. Elle est entrée. Elle a posé les chemises sur la table de la cuisine et a commencé à les plier une par une. À la 3e chemise, elle s'est arrêtée. Ses mains reposaient à plat sur le tissu plié. Elle est restée là un moment, pas longtemps, juste un moment, et a laissé les mots se poser là où ils avaient atterri. Les femmes comme ça ne restent pas. Elle a pensé à quel genre de femme c'était. Elle a pensé à ce que rester lui avait jamais coûté et ce que partir lui avait coûté, et lequel des deux avait fait le plus de dégâts. Puis elle a ramassé la 4e chemise et a continué à plier. Elle y a pensé pendant environ le temps qu'il fallait pour plier 3 chemises. Puis, elle a cessé d'y penser et s'est remise au travail. 2 jours plus tard, Martha Holt est revenue.
Cette fois, elle n'est pas passée devant Belle sans la reconnaître. Elle a arrêté son cheval au portail et a regardé Belle directement. Un long regard mesuré qui n'était pas hostile exactement, mais n'était pas amical non plus. C'était le regard d'une femme qui s'est déjà fait une opinion et la confirme simplement face à la preuve. Elle a demandé Cole. Belle a dit qu'il était dans le pâturage nord et serait de retour avant le coucher du soleil. Martha Holt a dit « J'ai un message de Vera Calloway. Vous pouvez le lui donner. » Elle a fait une pause. Madame Calloway veut que M. Danner sache que les gens de la colonie ont parlé de l'arrangement ici. Elle veut qu'il sache que la communauté a des inquiétudes et qu'elle accueillerait une conversation à sa plus proche convenance. Belle l'a regardé. Je le lui ferai savoir. Martha Holt l'a regardé un instant de plus, ce même regard mesuré. Puis a tourné son cheval et est repartie vers la colonie. Belle est entrée. Elle a mis la table pour le souper et n'a rien dit quand Cole est entré. Elle lui a parlé du message après qu'il ait mangé pendant qu'elle nettoyait de la vaisselle. Elle l'a dit simplement sans commentaire ni alarme. Martha Holt est passée. Elle a dit que Vera Calloway veut que tu saches que la colonie a des inquiétudes sur l'arrangement ici et aimerait te parler. Cole est resté silencieux un moment. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que je te le ferais savoir. Il a hoché la tête une fois. Il regardait la table, pas elle. Quoi que ce soit qui ait traversé son visage à ce moment-là était bref et interne. Puis, il a repoussé sa chaise et est allé à la porte. Il s'est arrêté dans l'embrasure. Il a regardé la cuisine, la collection de pierres de Jasper disposées sur le rebord de la fenêtre. 5 pierres de ruisseau lisses en une ligne soignée que Jasper avait placées là lui-même au cours des 3 derniers jours. Il est resté là un moment à regarder les pierres. Puis, il est sorti. Cette nuit-là, Belle était déjà dans sa chambre quand elle a entendu Cole rentrer. Elle l'a entendu s'arrêter dans la cuisine pendant un long moment. Elle l'a imaginé regardant les pierres à nouveau, puis continuer dans le couloir vers l'arrière de la maison. Puis elle l'a entendu sortir sur le porche, alors qu'il était allongé dans le noir et écoutait. Du porche est venu le faible bruit de Cole s'installant sur la marche en bois, le craquement de la planche, le petit déplacement de poids. Cole Danner ne s'était pas assis sur ce porche après la tombée de la nuit depuis la mort de sa femme. Elle le savait parce que Gus l'avait dit une fois nonchalamment à Toby, que le patron avait l'habitude de s'asseoir là tous les soirs avant la fièvre et ne l'avait pas fait une seule fois depuis. C'était il y a 2 ans. Il est resté assis là longtemps. Puis, du porche, elle l'a entendu. Pas des mots, pas des bruits de détresse. Le petit mouvement délibéré qu'elle pouvait imaginer clairement parce qu'elle l'avait vu 3 fois maintenant. Paume ouverte, cercle lent, le signe de sécurité. Elle ne pouvait pas le voir de sa chambre. Mais quelques minutes plus tard, les pas de Cole ont traversé le porche jusqu'à sa fenêtre et il a frappé 2 fois. Calme, pas urgent. Elle a ouvert la porte. Il se tenait dans le noir devant sa fenêtre. Son visage dans la faible lumière était illisible d'une manière qui signifiait qu'il travaillait pour le garder ainsi. « Ce qu'il a fait avec sa main ce soir, » a dit Cole. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Elle lui a dit « Ça veut dire en sécurité. Mon frère le faisait quand le monde avait été trop bruyant et qu'il me disait que le calme tenait. » Cole était immobile. « Il n'a jamais rien fait de délibéré comme ça, » a-t-il dit après un long moment. Pas une fois, pas en 2 ans. Il est retourné sur le porche. Belle a fermé sa porte doucement et s'est appuyée contre elle dans le noir. La lampe du porche a brûlé longtemps après l'heure habituelle. Elle le savait parce qu'elle la regardait à travers l'espace dans le rideau. Ce petit rectangle jaune de lumière sur le sol devant sa fenêtre, stable et brûlant longtemps après que tout le reste au ranch soit devenu sombre. Vera Calloway n'avait pas construit son influence à Harland Creek par la cruauté. Elle l'avait construite par la constance, par une croyance sincère qu'elle comprenait ce qui était bon pour la communauté, et par l'intelligence sociale particulière d'une femme qui savait exactement quelle conversation avoir avec quelle personne à quel moment. Elle n'était pas malveillante. Elle était certaine, et la certitude dans une petite colonie frontalière portait le poids de la loi. Elle avait pris sa décision sur Belle Callum. L'après-midi, où la charrette de Pruitt avait traversé la ville,
Elle avait vu la femme à l'arrière, demandé à Pruitt qui elle était, et dit 2 mots quand il le lui a dit « Je vois ». Ces 2 mots avaient contenu un jugement, un verdict et un plan d'action, mais elle avait attendu. Elle n'était pas une femme qui bougeait avant d'avoir l'image complète. 3 semaines plus tard, elle l'avait, et elle a commencé à bouger. Belle ne savait pas que l'image avait été assemblée jusqu'à ce qu'elle aille au magasin général. C'était un mardi, 10 jours après la 2e visite de Martha Holt. Elle avait besoin de sel et d'une nouvelle boîte de savon de lessive. Elle a marché le kilomètre jusqu'au magasin de la colonie, a poussé la porte et est entrée. 2 femmes étaient déjà au comptoir, des voisines qu'elle reconnaissait de visage mais pas de nom. Le genre de femmes qui s'asseyaient au 3e banc en partant de l'avant au service du dimanche et regardaient tout. Elles ont regardé Belle quand elle est entrée. Elles se sont regardées. Puis l'une d'elles a dit quelque chose de bas à l'autre, pas tout à fait assez bas. Et l'autre a hoché la tête. Belle n'a pas saisi les mots. Elle n'en avait pas besoin. Elle a marché jusqu'au comptoir et a demandé du sel. Le commerçant, un homme mince qui lui rappelait par un tour de mâchoire et la position de ses yeux Aldous Fitch, a pris son temps pour le trouver. Les 2 femmes ont rassemblé leurs paquets et sont parties sans parler à Belle. La cloche au-dessus de la porte a sonné 2 fois quand elles sont sorties. Belle a payé le sel et le savon et est retournée au ranch. Elle n'a rien dit à Cole ce soir-là, mais elle savait au moment où elle a atteint le portail du ranch que quoi que Vera Calloway ait commencé dans cette colonie avait déjà fini de commencer. C'était déjà fait. Le verdict était déjà tombé. On ne lui en avait simplement pas parlé jusqu'à maintenant. En 1 semaine, le jugement de la colonie était ouvert et réglé. Belle Callum s'était enfuie avec un homme dans la nuit, avait été rejetée. Rejetée par son propre père et remise à un veuf comme quelque chose dont personne d'autre ne voulait. Quelles que soient ses intentions dans cette maison, la situation n'était pas appropriée. Quelque chose devait être fait. Cole a assisté au service du dimanche seul, comme il le faisait toujours. Il s'est assis au 2e banc en partant du fond et n'a parlé à personne avant le service et très peu après. Après le service, le prédicateur Aldrich l'a trouvé près du poteau d'attache. Aldrich était un homme maigre et prudent qui parcourait le circuit depuis 20 ans et avait développé la manière d'un homme qui délivrait des messages difficiles au nom d'autres personnes sans paraître en prendre la responsabilité personnelle. Il a posé sa main brièvement sur le bras de Cole et a dit qu'il voulait un mot en privé. Ils ont marché une courte distance loin des autres fidèles. Le prédicateur a parlé doucement. Il a dit qu'il avait entendu des inquiétudes de membres de la communauté. Il a dit que l'arrangement avait été fait avec de bonnes intentions. Il comprenait cela. Il a dit, et là il a regardé le sol brièvement, qu'une femme de cette histoire particulière, vivant dans une maison avec un homme veuf et un jeune enfant, créait l'apparence de quelque chose que la communauté trouvait troublant. Il ne portait pas d'accusation. Il partageait ce qu'il avait entendu. Il espérait que Cole considérerait ce qui était le mieux pour le sens de l'ordre et la décence chrétienne de la colonie. Cole n'a rien dit. Il a écouté les bras le long du corps et son chapeau dans les mains, avec l'expression d'un homme absorbant quelque chose dont il ne savait pas encore quoi faire. Il est rentré chez lui sans s'arrêter dans la colonie. Il a passé le portail et a emmené son cheval à l'étable. Il l'a décellé lentement, débouclant la sangle, soulevant la selle, la posant sur le rail. Passant par chaque étape comme un homme bouge quand ses mains font une chose et son esprit en fait une autre entièrement. Les mots d'Aldrich restaient dans sa poitrine comme une pierre avalée, reste, pas pointue, juste lourde. Une femme de cette histoire particulière. L'apparence de quelque chose. La décence chrétienne. Il a frotté le cheval avec un chiffon sec et a pensé à Jasper dormant sur le sol de la cuisine à 7 centimètres de Belle. Il a pensé aux signes de sécurité sur le porche. Il a pensé à 2 ans de silence et ce qui l'avait brisé. Puis il a accroché le chiffon, fermé la porte de l'étable et est entré. Il est passé par la porte de la cuisine et s'est assis à la table. Belle a posé son repas de midi devant lui et a reculé vers le poêle. Il a mangé sans parler. Quelque chose était rentré avec lui de la colonie qui restait dans la cuisine entre eux sans être nommé. Belle pouvait le sentir. Elle n'a pas posé de questions à ce sujet. 3 jours plus tard, elle a trouvé le mot.
Il était plié et glissé sous la porte de la cuisine. Placé là pendant la nuit, estima-t-elle, puisqu'elle avait balayé le seuil au coucher du soleil, et il n'était pas là alors. Elle l'a trouvé tôt le matin quand elle a ouvert la porte pour rentrer le petit bois. Elle l'a déplié. L'écriture était dure et anguleuse. Les lettres pressées dans le papier comme si l'auteur s'était appuyé sur quelque chose de ferme. Les femmes honnêtes ont un foyer. Tu as été donné pour une raison. Pars avant de faire plus de dégâts. Pas de nom, pas de marque de la colonie, juste ces 3 phrases et la pression de la main qui les avait écrites. Belle l'a lu 2 fois. Elle l'a plié le long des mêmes plis et l'a mis dans la poche de son manteau. Puis elle a ramassé le petit bois et est entrée faire le feu du matin. Elle ne l'a pas dit à Cole, elle n'a pas changé sa routine d'une seule heure. Le feu, le repas, le raccommodage, la lessive, le travail tranquille d'une femme qui avait décidé que la meilleure réponse à un mot comme ça était simplement de continuer à être présente et utile et impassible. Mais le mot est resté dans sa poche de manteau toute la journée. Elle pouvait le sentir là. Pas lourd exactement, mais présent. La façon dont une petite pierre se sent dans une poche, vous arrêtez de la remarquer jusqu'à ce que vous changiez de poids, et puis elle est là à nouveau. Ce soir-là, Cole est revenu de la colonie où il était allé chercher des provisions. Il est passé par la porte de la cuisine et s'est arrêté. Jasper dormait sur le sol de la cuisine. Il s'était endormi près du poêle en fer, pas dans son coin, pas dans le couloir est, mais dans la cuisine, sur le plancher près de la chaleur du poêle. Il était recroquevillé sur le côté avec la corde serrée dans ses 2 mains et sa joue pressée contre le bois. Sa respiration était lente et régulière. Il était complètement immobile. Sa tête reposait à 7 centimètres de la botte de Belle. Elle était assise à la table de la cuisine avec son raccommodage, travaillant à la faible lumière de la lampe à huile, ne bougeant pas pour ne pas déranger le garçon endormi sur le sol à côté de sa chaise. Cole s'est tenu dans l'embrasure et a regardé son fils. Il a regardé le visage de Jasper, détendu par le sommeil, sans défense. La tension qui vivait là pendant les heures d'éveil complètement absente. Il a regardé la corde lâche dans les mains du garçon. Il a regardé les 7 centimètres de sol entre la tête de son fils et la botte de Belle. C'était le plus paisible que le garçon ait paru en 2 ans. Cole le savait avec une certitude qui ne nécessitait pas d'examen. Il a regardé Belle. Elle l'a regardé par-dessus le raccommodage. Son expression était égale. Elle ne lui offrait rien. Pas d'explication, pas d'invitation à commenter. Pas d'adoucissement de ce que la scène devant lui signifiait ou ne signifiait pas. Il est resté dans l'embrasure pendant un long moment. Puis il est allé à la bassine, s'est lavé les mains et s'est assis au bout de la table en silence. Belle est retournée à son raccommodage. Le mot était dans sa poche de manteau sur le crochet près de la porte. Cole ne savait pas qu'il était là. Jasper dormait sur le sol de la cuisine entre eux, respirant régulièrement, la corde lâche dans ses mains. Dehors, le vent bougeait à travers les peupliers. La nuit était froide et claire. Cole s'est levé finalement et a porté Jasper au couloir est sans le réveiller. L'a soulevé aussi soigneusement qu'un homme manipule quelque chose qui pourrait se briser. L'a couché sur son lit, a remonté la courte pointe. Quand il est revenu à la cuisine, Belle rinçait la dernière vaisselle du souper. Il a dit « Le prédicateur m'a parlé après le service. » Elle a gardé ses mains dans la bassine. Je me doutais qu'il le ferait. Vera Calloway fait toute une histoire de ça dans la colonie. Je sais. Il était calme alors. Est-ce que quelqu'un est venu ici pendant que j'étais parti? Elle a gardé les yeux sur la bassine. Elle a pensé aux mots dans sa poche de manteau. Elle a pensé aux 3 phrases et à l'écriture dure. Elle a pensé aux 7 centimètres de sol entre la tête endormie de Jasper et sa botte. Martha Holt est passée, a-t-elle dit, comme avant. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas non plus toute la vérité. Cole a hoché la tête une fois. Il l'a regardé un moment plus long que la réponse ne l'exigeait. Un bref regard plat qui disait qu'il n'avait pas tout à fait clos la question. Puis il est allé se coucher sans rien dire de plus. Belle s'est séché les mains et s'est assise à la table seule dans la faible lumière de la lampe à huile. Dehors, le vent bougeait à travers les peupliers. À l'intérieur, la maison était calme et immobile. Elle a mis sa main dans sa poche de manteau et a touché le mot plié.
Elle est restée assise avec un moment. Puis, elle s'est levée, a couvert le poêle et est allée dans sa chambre. Elle s'est allongée dans le noir et a écouté le ranch s'installer dans la nuit autour d'elle. Le mot devenait plus lourd à chaque heure qu'elle le portait seule. La pluie est arrivée dans l'après-midi sans grand avertissement. Le ciel avait été gris depuis le matin, le gris bas et uniforme d'un ciel qui a pris une décision. Mais la pluie elle-même est arrivée rapidement. Passant de quelques gouttes sur le rebord de la fenêtre de la cuisine à un tambourinement régulier sur le toit en l'espace de 20 minutes. En milieu d'après-midi, le chemin qui menait du ranch Danner vers Harland Creek s'était transformé en boue, et le ruisseau qui coulait le long de la ligne de clôture avait monté assez pour que le passage près des peupliers soit haut et rapide. Belle avait prévu de retourner au vieux hangar d'Hector Briggs ce soir-là. Elle y avait gardé quelques affaires, une couverture de rechange, une petite boîte d'herbes séchées qu'elle utilisait pour cuisiner. Elle s'est tenue à la fenêtre de la cuisine et a regardé le ruisseau monter et a compris qu'elle restait. Mais ce n'était pas seulement le ruisseau qui la retenait. Elle avait gardé des choses au hangar d'Hector exprès, pas parce qu'elle en avait besoin là-bas. Elle n'en avait pas eu besoin là-bas depuis des semaines. Elle les avait gardées là parce que les garder là signifiait qu'elle n'était pas complètement arrivée. Cela signifiait qu'il y avait encore un fil qui remontait à quelque chose avant ce ranch, avant cette cuisine, avant ce garçon sur le sol avec sa corde et ses pierres. Elle avait gardé ce fil parce qu'elle ne faisait pas confiance à ce qui arrivait aux femmes qui lâchaient leur dernier fil. Elle avait vu ce qui arrivait. Elle avait vu ce qui arrivait. La pluie tombait sur le chemin, et le passage était rapide, et il n'y avait de marche nulle part ce soir. Elle s'est retournée vers le poêle. Le fil était toujours là. Elle ne pouvait simplement pas le suivre ce soir. Cole est rentré de l'étable en fin d'après-midi, trempé par la pluie et calme. Il a accroché son manteau au crochet. Il a regardé la fenêtre, la pluie, Belle debout près du poêle. « Les sentiers sont inondés », a-t-il dit. « Je sais. » Il a hoché la tête une fois. C'était toute l'étendue de la conversation à ce sujet. Elle restait. Il a accepté cela sans commentaire, ce qui était soit du pragmatisme, soit autre chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Jasper était resté à l'intérieur toute la journée. La pluie le perturbait d'une manière particulière, pas le bruit, qu'il semblait tolérer, mais le changement dans la qualité de la lumière, la façon dont le monde extérieur passait de défini à flou. Il avait passé l'après-midi sur le sol de la cuisine avec sa corde et ses pierres, les arrangeant et les réarrangeant selon des motifs qui suivaient une logique interne qu'elle ne pouvait pas entièrement décoder, mais avait cessé d'essayer. Elle fredonnait pendant qu'elle travaillait. Il arrangeait ses pierres. La pluie tombait sur le toit. Après le souper, Cole a mis Jasper au lit dans le couloir est. Belle a entendu le son bas de la voix de Cole à travers le mur. Pas des mots qu'elle pouvait distinguer, juste la cadence d'un homme parlant doucement à son fils dans le noir. Cela a duré plusieurs minutes, puis le calme. Quand Cole est revenu à la cuisine, Belle avait fait du thé sur le poêle en fer. De la camomille séchée qu'elle avait trouvée au fond du garde-manger, un peu passée, mais encore utilisable. Elle avait posé 2 tasses sur la table sans décider de le faire. Elle n'était pas sûre de quand elle avait décidé de le faire. Cole s'est assis à son bout habituel de la table. Il a regardé la tasse devant lui un moment, puis l'a entourée de ses 2 mains. La pluie frappait le toit régulièrement. La lampe à huile sur la table jetait une lumière jaune basse sur le bois. Dehors, le vent bougeait à travers les peupliers en rafales lourdes, puis se calmait et bougeait à nouveau. Aucun d'eux n'a parlé pendant longtemps. Belle avait appris maintenant que les silences de Cole n'étaient pas inconfortables. C'étaient les silences d'un homme qui ne parlait pas à moins d'avoir quelque chose à dire, ce qui signifiait que quand il parlait, cela valait la peine d'être entendu. Il a parlé les yeux sur la table. Laura avait l'habitude de lui chanter tous les soirs depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Même après qu'il soit devenu clair qu'il n'allait pas répondre comme les autres enfants répondent. Même après que les pleurs ont commencé et le balancement et tout ça. Chaque soir, elle s'asseyait sur le sol de cette chambre et chantait. Belle a attendu. « Est-ce que ça l'aidait » a-t-elle demandé. Cole a secoué la tête lentement.
Je ne sais pas. Peut-être. Certains soirs, ça semblait l'aider. Certains soirs, ça ne faisait aucune différence. Il a tourné la tasse dans ses mains, mais ça l'aidait-elle. Je sais au moins ça. Il a arrêté de parler. La pluie tombait sur le toit. La lampe à huile a bougé légèrement dans un courant d'air venant de quelque part, et les ombres dans la cuisine ont changé et se sont installées. Cole a regardé la tasse dans ses mains. Puis il l'a posée sur la table et ne l'a plus reprise. Il est resté assis avec les deux mains à plat sur le bois. La façon dont un homme s'assoit quand il a dit quelque chose qu'il n'avait pas tout à fait prévu de dire et décide maintenant s'il doit continuer. Le silence s'est étiré. Belle ne l'a pas rempli. Elle a attendu, puis il a dit, regardant toujours la table. Je ne savais pas à quel point elle était malade. Elle continuait de dire qu'elle était fatiguée. Je pensais que c'était l'été, la chaleur, le travail, une saison difficile. Je pensais qu'elle avait besoin de repos et que quand la saison changerait, elle irait mieux. Il s'est arrêté. Les muscles de sa mâchoire ont travaillé brièvement. Elle est partie en 3 jours. J'étais dans le pâturage nord quand elle est partie. Je suis rentré et elle était déjà partie. Il a arrêté de parler complètement cette fois. Il n'a pas fini la phrase après ça, mais la phrase après ça était là dans la pièce avec eux, lourde et présente. Il avait été dans le pâturage nord. Il avait pensé que c'était de la saison. Il n'avait pas su. Il portait cela depuis 2 ans et ne l'avait pas dit à une autre personne vivante jusqu'à ce moment. Un autre silence est venu, plus long que le premier. Cole n'a pas levé les yeux de la table. Ses mains étaient toujours à plat sur le bois. Dehors, le vent bougeait à travers les peupliers et la pluie tombait. Et la lampe de la cuisine tenait son petit cercle de lumière jaune contre tout ce noir. Belle est restée assise avec ce qu'il avait dit. Elle n'a pas essayé de le réduire ou de le résoudre. Elle ne lui a pas dit que ce n'était pas sa faute. Elle savait par sa propre expérience que s'entendre dire « ce n'est pas ta faute » par quelqu'un qui n'était pas là est un très maigre réconfort. Elle l'a laissé exister dans la pièce sans essayer de le remplacer par quelque chose de plus facile. Après un long moment, assez long pour que le silence soit devenu son propre type de présence, elle a parlé. Après un moment, elle a dit « Je savais que quelque chose n'allait pas avec Wade Cutter avant la fin du premier hiver. » Cole l'a regardé. « Je savais, » a-t-elle dit. Je pouvais le sentir dans la façon dont il répondait aux questions. Il ne répondait jamais tout à fait à ce qu'on demandait. Toujours quelque chose légèrement à côté. Je pouvais le sentir dans la façon dont il nous déplaçait à nouveau chaque fois qu'on arrivait quelque part assez stable pour commencer à connaître des gens. Elle a regardé sa tasse. Mais retourner en arrière signifiait entrer dans Rigid and Hollow et se tenir devant tous ceux qui m'avaient vu partir. Ça signifiait le visage de mon père. Ça signifiait chaque femme à la réunion du dimanche qui m'avait dit au revoir avec un regard qui était en partie un adieu et en partie une attente. Elle a fait une pause. Je me disais que j'étais patiente. Je me disais que je donnais du temps. Mais ce que je faisais vraiment, c'était avoir peur de ce que retourner en arrière me coûterait. Elle a posé la tasse. Et pendant que j'avais peur, il planifiait déjà la partie suivante. Cole est resté silencieux longtemps. Il ne l'a pas regardé. Il a regardé la table, la tasse qu'il avait posée, ses propres mains à plat sur le bois. La pluie tombait sur le toit. La lampe tenait sa lumière contre le noir derrière la fenêtre. Aucun d'eux n'a bougé. Puis il a dit « Ce n'est pas de la bêtise. C'est juste être humain et avoir peur de quelque chose de réel. » Elle l'a regardé. « C'était réel, a-t-il dit. Ce dont tu avais peur, ton père, la colonie, c'était réel. Tu ne l'imaginais pas. » Elle n'a pas répondu, mais quelque chose dans sa poitrine a bougé légèrement. Pas guéri, pas résolu, juste déplacé d'1 centimètre de là où c'était assis. La pluie tombait. Ils sont restés assis aux extrémités opposées de la table dans la faible lumière de la lampe pendant longtemps sans parler à nouveau. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui venaient de poser quelque chose de lourd sur la table entre elles et qui étaient toutes 2 assises avec le poids de la chose, n'essayant pas de la ramasser et de la rendre, juste reconnaissant qu'elle existait. Quelque temps après minuit,
Jasper s'est réveillé en hurlant. Ce n'était pas le son bas et rythmique d'un enfant se balançant en détresse. C'était soudain, un cri aigu et tranchant qui traversait la maison comme l'air froid. Belle bougeait avant d'être complètement réveillée, ses pieds sur le sol et son corps dirigé vers la porte dans le noir. Cole était dans le couloir au même moment. Ils ont atteint l'embrasure du couloir et ensemble, ont failli entrer en collision dans le noir, s'arrêtant tous les deux nets à 30 centimètres l'un de l'autre. La main de Cole est allée au cadre de la porte. L'épaule de Belle était assez proche de son bras pour qu'elle puisse sentir sa chaleur dans le couloir froid. Aucun d'eux n'est entré dans la pièce immédiatement. À l'intérieur, Jasper était assis dans le lit, son visage tourné vers le plafond. Le cri s'estompant déjà dans le gémissement cyclique qu'elle connaissait mieux. Le son plus bas, plus vieux d'un enfant retrouvant son chemin depuis un endroit sombre. Belle est entrée dans la pièce en premier. Elle est allée au sol. Même position, même distance, même suppression délibérée de la menace dans sa posture. Elle a commencé à fredonner. La seule note basse à peine au-dessus du souffle. Cole est resté dans l'embrasure. Il n'est pas entré. Il s'est tenu avec une main sur le cadre de la porte et a regardé son fils et la femme sur le sol dans la faible lumière de la bougie que Belle avait apportée. Les gémissements de Jasper ont ralenti. Son corps, qui avait été rigide et droit dans le lit, a commencé à se détendre. Ses mains, qui avaient été crispées dans la courte pointe, se sont ouvertes lentement. Le son cyclique s'est calmé, puis s'est arrêté. Jasper a ouvert les yeux. Il a regardé Belle d'abord, comme il le faisait toujours. Une brève lueur de reconnaissance, pas chaleureuse exactement, mais présente. Le regard de quelqu'un qui a trouvé la chose attendue à l'endroit attendu. Puis il a regardé Cole. Il a regardé son père debout dans l'embrasure avec sa main sur le cadre de la porte et la faible lumière de la bougie coupant le côté de son visage. Et Jasper a levé la main. Paume ouverte, cercle lent au centre de sa poitrine. Le signe de sécurité. Il regardait directement Cole quand il l'a fait, pas Belle, son père. Le signe n'était pas accidentel. Ses yeux n'ont pas vacillé. Il a tenu le geste pendant une seconde complète, et puis sa main est retombée sur la courte pointe, et il s'est rallongé sur le côté et a fermé les yeux. En quelques minutes, sa respiration était régulière. Cole n'a pas bougé de l'embrasure pendant un long moment. Belle est restée sur le sol jusqu'à ce qu'elle soit certaine que le garçon dormait complètement. Puis, elle s'est levée doucement, a lissé la courte pointe et s'est dirigée vers la porte. Cole a reculé dans le couloir pour la laisser passer. Ils se sont tenus un moment dans le couloir étroit et sombre, assez proche pour qu'elle puisse voir son visage clairement dans la faible lumière de la pièce derrière d'elle. Son visage faisait quelque chose qu'elle ne l'avait pas vu faire auparavant. Pas se briser. Il était trop contrôlé pour ça. Mais bouger. Quelque chose derrière ses yeux bougeait lentement. La façon dont la glace bouge quand la température change enfin. Pas dramatique, pas soudain, juste la première preuve d'un processus qui avait déjà commencé. Il n'a pas parlé. Elle est retournée à la cuisine. Elle s'est assise à la table quelques minutes dans le noir avec la pluie tombant toujours sur le toit, puis est allée dans sa chambre. Elle s'est allongée sur le lit de corde et a écouté la pluie et a pensé aux signes de sécurité. Et ce que cela avait signifié pour Jasper de le diriger vers son père après 2 ans de silence. Elle a pensé au visage de Cole dans le couloir. Elle a pensé à ce que ça coûte à un homme de porter quelque chose pendant 2 ans seul, et ce que cela pourrait signifier pour lui de commencer lentement à le poser. Le matin, Cole était au poêle en fer avant elle. Elle est entrée dans la cuisine et l'a trouvé là en train de faire le feu, bougeant avec son habituelle délibération efficace. Il n'a pas levé les yeux quand elle est entrée. Mais alors qu'elle se dirigeait vers le garde-manger pour la semoule, elle l'a entendu. Bas, à peine au-dessus du souffle, la plus faible suggestion d'un air fredonné dans l'air de la cuisine. Pas pour quelqu'un, pas pour Jasper, qui n'était pas encore levé, pas pour elle. Juste dans l'air de la pièce, la façon dont on peut fredonner pour soi-même quand on ne sait pas qu'on le fait. Elle a gardé les yeux sur l'étagère du garde-manger et n'a rien dit. Mais elle l'a entendu et elle a compris ce que ça voulait dire.
la façon dont on comprend le premier bruit de l'eau bougeant sous la glace de fin d'hiver. Pas encore le printemps, mais la glace bougeait. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que les jours d'avant. Pas vide, le travail du ranch continuait. Les repas étaient faits. Jasper gardait sa séquence matinale de tas de bois et marches arrière et embrasures de cuisine. Mais quelque chose avait changé dans la qualité du silence de la maison. Avant la pluie, c'était le silence de gens prudents les uns envers les autres. Après la pluie, c'était le silence de gens qui avaient dit quelque chose de vrai et vivaient aux côtés de ce qu'ils avaient dit. 3 semaines ont passé ainsi. Cole partait tôt et revenait avant la nuit. La collection de pierres de Jasper sur le rebord de la fenêtre a grandi jusqu'à 9. Belle a cessé de penser à la couverture de rechange dans le hangar d'Hector Briggs. Un mardi matin, Gus est arrivé par le côté de la maison avec son chapeau à 2 mains. Gus est arrivé par le côté de la maison juste avant le milieu de la matinée. Il tenait son chapeau à 2 mains, le tournant lentement par le bord. C'était la façon dont les hommes tenaient leur chapeau quand ils portaient des nouvelles qu'ils ne voulaient pas livrer. Miss Bell. Il s'est arrêté à quelques mètres comme si la distance elle-même pouvait rendre la chose plus facile. Belle était à la bassine en pierre derrière la maison, frottant la chemise de Jasper dans l'eau froide. Le savon était presque fini, juste un mince morceau de lessive au fond de la boîte. Elle le travaillait lentement, pressant ses articulations profondément dans le tissu mouillé, tournant le tissu encore et encore jusqu'à ce que l'eau grise devienne pâle, puis claire. Ses mains étaient devenues rouges à cause du froid. Elle ne le remarquait plus. Ce genre de froid lui était devenu ordinaire. Jasper était assis sur la marche arrière à côté d'elle. Il avait sa pierre de rivière dans sa paume. Il la tournait comme il le faisait toujours le matin, lent, régulier. Il ne la regardait pas. Il n'en avait pas besoin. Elle était là, et c'était suffisant. Elle a essoré la chemise et a regardé Gus. Il y a une réunion. Il s'est raclé la gorge une fois. Conseil de la colonie à la mairie cet après-midi à 15 heures. Quel genre de réunion? Il a regardé le sol. Le genre que Vera Calloway convoque. Une pause. Le genre qui vous concerne. Belle a posé la chemise sur le rail de séchage en bois. Elle s'est essuyée les mains sur son tablier lentement, un doigt à la fois. Elle n'a pas parlé tout de suite. Monsieur Danner ne sait pas, a dit Gus. Il est allé à Mineral Fork ce matin pour déposer l'extension du permis de pâturage. Il pourrait ne pas être de retour avant 15 heures. Alors ça se passera sans lui, a-t-elle dit. Gus l'a regardé. Quelque chose a bougé dans son visage, pas de la pitié, quelque chose de plus proche du respect. Il a hoché la tête une fois, a remis son chapeau et est allé vers le pâturage sans un autre mot. Belle est restée là un moment de plus, puis elle est entrée et a changé son tablier. Elle s'est tenue dans la chambre du coin arrière un moment après l'avoir noué. Elle a pensé à Rigid and Hollow, à se tenir devant des gens qui avaient déjà décidé. Le visage de son père, les femmes de la réunion du dimanche. L'histoire que la colonie avait construite sans lui poser une seule question. Elle savait ce que ça faisait d'entrer dans une pièce qui avait déjà rendu son verdict. Elle savait ce que ça coûtait. Elle a pensé à ne pas y aller. La pensée était honnête, et elle ne s'est pas punie de l'avoir eue. Puis elle a pensé à 16 personnes assises dans un bâtiment prenant une décision sur sa vie pendant qu'elle se tenait dans une chambre du fond et les laissait faire. Elle avait déjà fait ça. Elle savait ce que ça produisait aussi. Elle a pris son manteau au crochet. Elle a regardé Jasper, qui l'avait suivi jusqu'à l'embrasure de la cuisine et se tenait au seuil avec sa pierre à 2 mains. Elle ne pouvait pas le laisser au ranch avec Gus. Pas un jour comme celui-ci. Pas avec elle partie et la maison ressentant ce qu'elle ressentirait avec quelque chose de non résolu planant au-dessus. Et elle ne voulait pas de lui dans une cuisine vide, attendant un monde qui avait déjà décidé quelque chose sur lui sans jamais rien lui demander. Elle savait que la salle serait bondée et les voix seraient tranchantes. Elle connaissait aussi sa pierre, et elle se connaissait, et elle savait qu'elle le sortirait au moment où ses mains lui diraient que c'était trop. Elle lui a dit qu'ils allaient en ville.
La mairie de la colonie était un bâtiment bas avec des murs en planches déformées et un unique poêle en fer dans le coin qui fumait en toute saison, quel que soit le bois qu'on lui donnait. Au moment où Belle est arrivée, marchant le kilomètre elle-même, la main de Jasper dans la sienne. Il y avait déjà 16 personnes assises à l'intérieur. Elle les a comptées sans le vouloir. Vera Calloway se tenait à l'avant près du poêle, ses mains jointes à la taille. Le dos droit à la manière d'une femme qui avait tout décidé avant d'arriver. Le prédicateur Aldrich était assis à sa gauche. Aldis Fitch occupait la longue table au centre, un registre ouvert devant lui et un stylo posé en travers de la reliure. Martha Holt était au deuxième rang, les yeux au sol. Personne n'a parlé quand Belle a franchi la porte. La salle tenait un silence qui n'était pas respectueux. C'était le silence de gens qui avaient déjà décidé ce qu'ils allaient dire et attendaient simplement que le sujet de leur conversation arrive. Belle a marché jusqu'au banc le plus proche de la porte. Elle a fait asseoir Jasper à côté d'elle. Il a pressé la pierre de rivière entre ses deux paumes et a commencé un balancement lent et régulier. Elle a placé sa main à plat sur son genou, sans appuyer, juste posé. Il s'est calmé après un moment. Vera Calloway a commencé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder la question d'une femme résidant à la propriété Danner sans arrangement légal, sans contrat écrit et sans statut reconnu devant cette colonie. Sa voix était mesurée, formelle, comme les voix sonnent quand quelqu'un a répété. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une question de normes communautaires et de bien-être d'un enfant qui ne peut pas parler pour lui-même. Aldis Fitch a levé les yeux de son registre. Le permis de pâturage pour la propriété Danner est actuellement en cours d'examen. Il y a des questions en suspens concernant la conduite et la composition du foyer. Des questions soulevées par vous, a dit Belle. La salle a bougé. Plusieurs têtes se sont tournées. Fitch l'a regardé lentement. Pardon? Vous avez soulevé ces questions, Monsieur Fitch. Le mois dernier, avant la pluie, vous avez envoyé un mot. Elle a gardé sa voix égale, plate, comme l'eau est plate avant qu'un vent ne la traverse. Un mot anonyme laissé au poteau du portail est. Elle a plongé la main dans la poche de son manteau, a sorti le papier plié et l'a posé à plat sur la table devant lui. Je l'ai gardé. Fitch a regardé le mot sur la table. Son stylo a bougé d'1 centimètre vers la gauche. Il n'a pas touché le papier. Vera s'est avancée. L'inquiétude n'est pas un mot. L'inquiétude est ce que cette femme représente. Elle est arrivée ici sans famille, sans nom connu de cette colonie, sans aucun compte rendu honnête d'elle-même ou de son histoire. Elle a eu un accès non supervisé à l'enfant d'un homme en deuil. Un enfant qui ne peut pas parler pour lui-même, ne peut pas signaler de mal, ne peut pas chercher d'aide. Et la colonie n'a pas été consultée sur cet arrangement. Jasper a 6 ans, a dit Belle. Pas un morceau de propriété sur lequel on doit être consulté. Personne ne dit que vous l'êtes. Belle s'est levée. Elle avait été dans des pièces comme celle-ci avant. Elle connaissait la façon particulière dont elle devenait silencieuse quand la personne dont il parlait ouvrait la bouche. Ce silence spécifique, moitié surprise et moitié affront. Le silence de gens qui s'attendaient à ce que le sujet de leur conversation reste immobile et reçoive leur jugement. Elle était restée immobile dans des pièces comme celle-ci avant. Elle avait reçu le jugement. Elle savait exactement ce que rester immobile produisait. Elle n'est pas restée immobile. Sa voix n'a pas monté. Elle n'en avait pas besoin. Vous êtes assis dans ce bâtiment à appeler un enfant de 6 ans un handicap et à m'appeler une menace. Parce que j'ai lavé ses chemises et me suis assise avec lui sur le sol d'un couloir sombre à 2 heures du matin, quand il était terrifié et hurlait et que personne d'autre n'est venu. Elle a regardé la salle, chaque visage tour à tour. Je ne suis pas venu dans cette colonie avec une lettre d'introduction. Je suis venu ici avec rien parce que quelqu'un en qui j'avais confiance a pris tout ce que j'avais et est parti. Et quand j'ai été amené à la porte de Cole Danner, il m'a traité de la même façon que vous me traitez maintenant. Elle a fait une pause. La différence est qu'il a changé d'avis. La salle était très calme. Le prédicateur Aldrich a croisé ses mains sur la table.
Personne ne remet en question votre service à l'enfant, Miss Callum. Elle a dit « Belle Callum ». Miss Callum, l'inquiétude et la décence. Une femme de statut inconnu, vivant dans la maison d'un veuf sans arrangement formel. Quel arrangement formel vous satisferait? A-t-elle demandé. Quel papier voudriez-vous que je porte? Quelle lettre d'église? Quel contrat? Quelle permission de quel homme rendrait ma présence dans cette maison acceptable pour cette salle? Personne n'a répondu. Le poêle dans le coin a tic-taqué et claqué. L'un des hommes au dernier rang a regardé ses bottes. Puis la porte s'est ouverte derrière elle. Cole Danner est entré. Il n'avait pas enlevé son manteau. Il y avait de la poussière de piste sur son col et sur l'arrière de son chapeau venant de la route de Mineral Fork. Sa mâchoire était fixée de la façon particulière que Belle n'avait vue qu'une fois avant. Le matin après l'arrivée du mot menaçant, quand il s'était tenu à la fenêtre de la cuisine et n'avait rien dit pendant 4 minutes complètes avant de sortir au pâturage. Il a regardé la salle d'abord, puis Jasper assis sur le banc près de la porte avec sa pierre entre ses paumes, puis Belle debout. Il a marché vers l'avant sans y être invité. Il ne s'est excusé auprès de personne. Les gens ont bougé. Qui a convoqué cette réunion? A-t-il dit. Vera Calloway s'est redressée. Monsieur Danner, nous étions simplement... Qui l'a convoqué? Je l'ai fait, a-t-elle dit, au nom du conseil de la colonie, comme c'est mon droit. Cole a regardé Aldous Fitch. Est-ce que mon permis de pâturage est retenu? Fitch a regardé son registre. Il y a des questions concernant... Oui ou non. Fitch a fermé le registre. Il est en cours d'examen. Cole a hoché la tête. Il s'est tourné pour faire face à toute la salle, tous les 16. Il se tenait comme un homme se tient quand il a décidé ce qu'il va dire, et ne sera bougé de cela par rien de moins que le sol s'ouvrant sous lui. Il a parlé lentement. Il a parlé égal. Ma femme est morte il y a 2 ans et 4 mois. Elle est morte dans la chambre haie de notre maison, dans le lit que nous avions construit ensemble. Jasper avait 3 ans. Il a arrêté de parler 11 jours après qu'elle soit partie. Il s'est arrêté pour respirer, pas pour les faits, juste parce que les mots étaient lourds et qu'il les portait honnêtement. Dans le temps depuis, j'ai eu 3 employés de ranch, un médecin du comté, un prédicateur et 2 femmes de cette colonie essayant d'aider Jasper. Aucun d'eux n'est resté plus de 2 semaines. Pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes. Parce que le silence était dur et le travail était plus dur, et il n'y avait pas de fin en vue. Il a regardé Belle brièvement, puis est revenu à la salle. Elle n'est pas venue ici avec une lettre d'église. Elle n'est pas venue avec une recommandation de quiconque dans la colonie. Elle est venue ici parce qu'Elias Pruitt l'a mise dans une charrette et l'a laissée sur mon porche comme quelque chose dont il voulait se débarrasser. Et je l'ai traitée de la même façon. Froid, méfiant, comme si elle était un problème qu'on me remettait plutôt qu'une personne. Il a laissé cela reposer un moment. Puis je l'ai regardé s'asseoir sur le sol du couloir de mon fils dans le noir pendant 2 heures d'affilée jusqu'à ce qu'il se calme. Je l'ai regardé apprendre son langage, pas ses mots. Une pierre de rivière passée d'avant en arrière, un signe de main qui signifie en sécurité. J'ai regardé Jasper dormir toute la nuit pour la première fois en 14 mois. Il a regardé Vera Calloway. L'homme qui l'a trompé et s'est enfui marche libre. Il marche toujours libre quelque part à l'est d'ici. Et cette colonie, cette salle, lui a fait porter la dette de ce qu'il a fait. Vous lui avez fait porter sa honte. Sa voix n'a pas craqué. Elle a simplement tenu le poids sans plier dessous. Je ne demande pas à cette colonie la permission de la garder employée sur ma propriété. Je vous dis qu'elle est employée sur ma propriété. Et cet arrangement ne changera pas parce que cela rend Vera Calloway mal à l'aise au comptoir des produits secs. Il s'est tourné vers Fitch. Le permis de pâturage a été déposé en totalité ce matin à Mineral Fork. La terre est claire. Les papiers sont complets. Si vous choisissez de continuer à retenir ce permis, vous êtes bienvenu d'expliquer votre raisonnement à l'évaluateur du comté par écrit. Il a pris le stylo de Fitch sur la table et l'a posé sur le mot plié. Y a-t-il autre chose? Fitch a regardé le mot sous le stylo. Il n'a rien dit. Les lèvres de Vera Calloway se sont amincies. Elle a regardé autour de la salle pour du soutien. Martha Holt étudiait ses propres mains. L'homme au dernier rang regardait toujours ses bottes.
Le prédicateur avait trouvé quelque chose de grand intérêt dans le grain de bois de la table. « Cette réunion est terminée, » a dit Cole. Il a marché jusqu'au banc près de la porte. Il s'est accroupi devant Jasper pour qu'il soit œil pour œil. Jasper l'a regardé. L'a vraiment regardé plein et direct, la façon dont il regardait rarement quelqu'un. Puis, lentement, Jasper a tendu la pierre de rivière vers son père. Cole l'a prise. Il l'a tenue dans sa paume pendant un long moment, sentant son poids, la douceur usée par des semaines de main de Jasper. Puis il l'a placée doucement dans la paume ouverte de son fils et a refermé les petits doigts autour. « Prêt à rentrer à la maison », a-t-il dit doucement. Jasper n'a pas répondu avec des mots. Il s'est levé. Il s'est tourné vers son père et a levé la main. Paume ouverte, cercle lent au centre de sa poitrine. Le signe de sécurité. Il l'a tenu pendant 1 seconde complète, regardant directement Cole, pas Belle, pas la salle, son père. La façon dont il l'avait tenu sur le porche dans le noir il y a 3 semaines, la façon dont il l'avait tenu dans le couloir et la nuit de la pluie. La salle l'a vu, personne n'a parlé, puis la main de Jasper est retombée et il s'est tourné et a marché vers la porte. Cole s'est redressé. Il a regardé Belle 1 fois, bref, direct et clair comme l'eau du ruisseau. Belle n'a pas parlé. Il n'y avait rien à dire, que le moment n'avait pas déjà dit. Ses yeux étaient pleins, et elle ne s'en est pas excusée. Elle n'était pas le genre de femme qui s'excusait pour des choses qui étaient vraies. Ils sont rentrés à la maison dans la lumière basse de l'après-midi, tous les 3, sur la route de terre entre la colonie et le ranch Danner. Jasper marchait entre eux, tournant sa pierre dans sa paume. Le soleil descendait vers la crête. L'air sentait l'herbe sèche et le soir qui vient. Personne de la réunion ne les a suivis. Personne ne les a appelés. La route était à eux, calme et longue, et ils l'ont marché ensemble. 3 jours après la réunion de la ville, le permis de pâturage est arrivé. Toby a apporté le papier du comté à cheval, plié dans sa poche de manteau, légèrement humide de la chevauchée matinale. Il l'a remis à Cole au portail sans cérémonie, a touché le bord de son chapeau et est reparti vers le pâturage est. Cole l'a déplié, l'a lu 1 fois, l'a replié et l'a porté à l'intérieur. Il l'a posé à plat sur la table de la cuisine, a lissé le pli avec le côté de sa main et l'a laissé là à côté de la boîte à pain. Il n'a rien dit à ce sujet. Ce soir-là, Belle a fait du pain de maïs avec le reste de la farine. Il est sorti épais et un peu sombre en dessous à cause de la fonte trop chaude. Mais elle l'a posé sur la table quand même dans le moule à côté du permis plié. Personne n'a fait de commentaire sur rien de tout ça. Pas le permis, pas la couleur du pain de maïs, pas le fait que c'était le premier repas en 3 semaines où personne ne mangeait dans un silence qui ressemblait à un souffle retenu. Jasper a mangé 3 morceaux. Les jours qui ont suivi ont bougé au rythme du travail de début de printemps. Lent à démarrer et puis, soudainement, sans avertissement, complètement plein. Cole et Gus ont commencé à casser le pâturage est pour la saison de pâturage à venir, arrachant les poteaux de clôture soulevés par le gel qui avait bougé pendant l'hiver, et les replaçant droit dans des trous fraîchement creusés. Toby parcourait la ligne de clôture le long de Harland Creek tous les 2 matins. Et a trouvé 6 points faibles et les a réparés sans qu'on le lui demande. Belle gardait la maison dans la routine de Jasper et la routine tenait bon. On ne lui a pas dit qu'elle resterait. On ne lui a pas dit qu'elle partirait. La question a simplement cessé d'exister sous la forme qu'elle avait prise autrefois. L'arrangement avait continué au-delà du point où l'un ou l'autre s'attendait à ce qu'il finisse. Et il l'avait fait tranquillement, sans conversation. La façon dont certaines choses deviennent permanentes, pas par décision, mais par le simple acte de continuer. Jasper a commencé à prendre son petit déjeuner à la table principale de la cuisine chaque matin. Un matin, il est sorti du couloir et tout seul et s'est assis à côté de Belle sans y être invité. Le lendemain matin, il a fait la même chose. Le 3e matin, Cole a déplacé sa propre chaise du même côté de la table sans commentaire. Et tous les 3 ont mangé le petit déjeuner face au même mur avec la lumière entrant sous le même angle sur tous les 3. Et c'était simplement comme ça que le petit déjeuner était après ça. Un mercredi, 10 jours après la réunion, la veuve Pearson est arrivée sur sa jument brune.
Belle l'a rencontré à la porte avec de la terre encore sur son tablier venant du jardin de cuisine. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » a dit la veuve Pearson. Ses yeux étaient vifs et directs. « J'ai pensé que vous devriez savoir quelque chose sur Wade Cutter. » Les mains de Belle se sont figées à ses côtés. Il est allé à l'est de Mineral Fork après avoir quitté ici. S'est trouvé une situation à la ferme d'une veuve, une femme nommée Mary Goss près de la route de Callaway Fork. A fait ce que les hommes comme lui font. A pris ses papiers de propriété et ses économies de la boîte en fer qu'elle gardait sous son plancher. Est partie un mardi matin avant qu'elle ne se réveille. Elle a fait une pause. Le jeune frère de Mary est un adjoint du comté. Ils ont arrêté Cutter à Gallup il y a 3 semaines. Il est assis dans la prison du comté en ce moment même. Le procès est fixé pour la fin du printemps. Belle s'est tenue dans l'embrasure et n'a rien dit pendant un long moment. J'ai pensé que vous devriez l'entendre avant que quelqu'un dans cette colonie ne vous le dise de travers, a dit la veuve Pearson. Merci, a dit Belle. Il pourrait y avoir une procédure de procès. On pourrait vous demander de donner un témoignage. J'irai, a dit Belle. S'il me demande, j'irai. La veuve Pearson a hoché la tête une fois. Le garçon va bien. Mieux qu'il n'était, a dit Belle. La veuve Pearson est restée silencieuse un moment. Elle a regardé au-delà de Belle dans la cuisine vers la ligne de pierre de rivière sur le rebord de la fenêtre, vers la corde sur le crochet près de la marche arrière. Quand elle a regardé Belle à nouveau, son expression avait changé. Pas plus douce exactement, mais installée. La façon dont un visage s'installe quand il a confirmé quelque chose qu'il espérait être vrai. « Bien », a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée, a descendu les marches du porche, a détaché sa jument, et est repartie dans la direction d'où elle venait sans regarder en arrière. Belle est restée dans l'embrasure ouverte jusqu'à ce que la poussière des sabots du cheval retombe sur la route. Elle est restée là longtemps. Elle a pensé à Wade Cutter dans une cellule de prison du comté quelque part à l'est de Mineral Fork. Elle a pensé à ce qu'elle s'était attendue à ressentir quand ce moment viendrait, parce qu'elle l'avait imaginé dans les longs mois du hangar de Hector Briggs, et de la charrette de Pruitt et de la chambre froide du coin arrière. Elle avait imaginé que la justice, si elle arrivait jamais, ressemblerait à quelque chose de tranchant et satisfaisant. Comme une porte claquant sur quelque chose qui avait été laissé ouvert trop longtemps. Ça ne ressemblait pas à ça. Ce qu'elle ressentait était plus calme que ça et plus difficile à nommer. Pas le pardon. Elle n'en était pas là et n'était pas sûre d'avoir besoin d'y être. Pas le triomphe. Quelque chose de plus proche du sentiment de poser un sceau que vous avez porté si longtemps que vous avez oublié son poids, jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans votre main. L'absence de quelque chose plutôt que la présence de quelque chose de nouveau. Elle a pensé à Mary Goss et sa boîte en fer et son frère, l'adjoint. Elle a pensé au fait qu'il avait fallu la perte d'une autre femme pour amener Wade Cutter à rendre des comptes. C'était la partie qui restait dans sa poitrine sans se résoudre. Pas de l'amertume, juste la reconnaissance honnête que la justice à la frontière bougeait lentement et de travers, et arrivait rarement de la façon dont vous imaginiez qu'elle le ferait. La seule pensée qui s'élevait claire au-dessus du reste était « J'espère qu'elle va aller bien ». C'était la seule pensée qu'elle gardait. Elle laisse rentrer. Ce soir-là, Cole l'a trouvée à la ligne de clôture le long du champ sud, regardant la dernière lumière devenir ambrée à travers le pâturage haie. Il est venu à côté d'elle et a appuyé ses avant-bras sur le rail supérieur. « La veuve Pearson est venue aujourd'hui, » a dit Belle. « J'ai vu sa jument au poteau. Wade Cutter est en prison du comté à Gallup. Il a pris l'acte de propriété et les économies d'une veuve, une femme nommée Mary Goss. Son frère était un adjoint. Ils l'ont attrapé il y a 3 semaines. » Cole est resté silencieux un moment. Ça correspond au genre d'homme qu'il était. Il pourrait y avoir un procès. Il pourrait me demander de venir et de leur donner un témoignage. « Je te conduirai », a-t-il dit. Aussi simple que ça. Elle l'a regardé. Le permis est clair. La clôture et tiendra tout l'été. Toby peut gérer la rotation du troupeau si je suis parti 2 jours. Il l'a regardé brièvement. C'est 2 jours de cheval jusqu'à Gallup. Belle s'est retournée vers l'herbe. La lumière était orange profond maintenant, assise bas dans les tiges sèches.
Je n'ai jamais dit merci, a-t-elle dit, pour ce que tu as dit à la réunion. Tu n'avais pas besoin de le faire. Je sais que je n'avais pas besoin de le faire. Je voulais le faire quand même. Il a hoché la tête lentement et avec un poids derrière qui n'avait rien à voir avec les mots eux-mêmes. Ils sont restés au rail de la clôture jusqu'à ce que la lumière soit presque partie. Aucun d'eux n'a parlé à nouveau. Il n'y avait pas grand-chose à dire qui n'avait pas déjà été dit d'autre manière, dans un permis plié laissé à côté d'une boîte à pain, dans 3 morceaux de pain de maïs mangés sans commentaire, dans une pierre de rivière passée d'avant en arrière sur un sol de cuisine, dans une paume pressée à plat contre une poitrine à la lumière de la lampe du couloir est. À l'intérieur, Jasper s'était endormi sur le sol de la cuisine à côté de sa rangée de pierres de rivière. Arrangée de la plus petite à la plus grande, chacune touchant la suivante. Cole l'a soulevé sans le réveiller, la tête de Jasper tombant contre l'épaule de son père comme le font les têtes d'enfants endormis, complète et sans défense, et l'a porté dans sa chambre. Il l'a couché et a remonté la courte pointe. La main de Jasper s'est ouverte dans le sommeil et la pierre de rivière a roulé de sa paume au bord de l'oreiller. Cole l'a ramassé. Il l'a tenu pendant un long moment. Puis il a levé les yeux vers la petite étagère au-dessus du lit, vers le portrait au cadre fissuré de Laura, son visage sur la photo toujours calme. Prise l'année avant la naissance de Jasper, avant que tout cela ne soit arrivé à aucun d'eux, il s'est tenu là avec la pierre dans sa main et a regardé son visage. Il a pensé au pâturage nord, il a pensé aux 3 jours où il n'avait pas su. Il a pensé à Jasper sur le sol de la cuisine avec sa joue pressée contre le bois, enfin calme, et la femme assise à la table au-dessus de lui avec son raccommodage, ne bougeant pas pour ne pas le réveiller. Il n'a pas parlé au portrait. Il n'avait pas de mots pour ça ce soir. Mais il est resté là un moment de plus qu'il n'en avait besoin. La façon dont un homme se tient devant une tombe, pas parce qu'il reste quelque chose à faire, mais parce que partir semble trop définitif. Puis il a posé la pierre de rivière sur l'étagère à côté de son portrait et est retourné à la cuisine. Belle couvrait les braises du poêle pour la nuit, pressant la cendre sur les braises lentement et soigneusement pour qu'elles tiennent jusqu'au matin. Cole a traversé vers la rangée de crochets près de la porte arrière. Le manteau de Belle était accroché au crochet le plus extérieur depuis le jour de son arrivée. Le crochet le plus proche de la porte, celui qu'une personne utilise quand elle n'est pas certaine de combien de temps elle compte rester. Il l'a soulevé de ce crochet et l'a déplacé vers celui à côté du sien. Le crochet intérieur, celui qui était vide depuis. Il l'a accroché là sans commentaire et est allé à la table. Belle ne s'est pas retournée du poêle, mais elle l'avait vu. Aucun d'eux n'a rien dit de plus. Le feu tenait. Le printemps était à 3 semaines. Le pâturage était prêt. La ligne de clôture était solide. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être nommées pour être réelles.